le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bienvenue et merci de nous retrouver à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Cérémonie d'ouverture officielle ce matin du 3e sommet des jeunes filles africaines au Centre international de conférence Mahatma Gandhi du Niamey, en présence de plusieurs États membres d'Afrique, des membres du gouvernement et des jeunes filles africaines. C'était sous le haut patronage du président de la République, Bazoum Mohamed. Compte rendu Zainab Gagara sur les images de Abdelraouf Deyabou. Culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes est le thème retenu pour cette 3e édition du sommet des jeunes filles africaines qui a réuni plusieurs États membres d'Afrique initiés dans la lutte contre les inégalités de genre pour autonomiser et assurer le bien-être et les droits des filles et des femmes à travers le leadership des jeunes filles pour qu'ils puissent contribuer au développement économique du pays. Une occasion qui permet de passer à peigne fin les problèmes auxquels ces filles font face dans les pays africains et l'objectif visé à travers ce sommet. Sur notre continent, plus de 3 millions de filles par an sont à risque de mutilation. Le mariage précoce des filles touche 20 millions de filles dans le Sahel, soit 7 filles sur 10. Vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, que les conséquences sont dévastatrices pour le développement, la santé et le bien-être mental et physique des filles. Les grossesses précoces et leurs complications, une fille sur 6 dans le Sahel est mère avant 6 ans. Les fistules obstétricales qui entraînent stigmatisation et exclusion sociale. La non-scolarisation ou l'abandon scolaire qui affecte 9 filles sur 10 déjà mariées. Le mariage et la maternité précoce compromettent sérieusement l'éducation et les opportunités de travail des jeunes filles et sont de nature à avoir un impact négatif durable sur la qualité de leur vie et de celle de leurs enfants. Le moment était propice pour ces jeunes filles qui ont saisi l'occasion pour passer leur message. J'appelle tous les pays africains, tous les États membres de l'Union africaine, qu'ils adoptent une même loi interdisant le mariage des enfants. Stipuler clairement que l'âge du mariage est de 18 ans. J'appelle à l'action de bannir toutes les pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine, le mariage des enfants, et de renforcer des actions de prévention et d'interdiction de cette pratique dans les zones rurales. Je demande l'engagement des leaders de la communauté ainsi que des leaders religieux de renforcer leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre, violences contre les filles et de mettre fin aux pratiques néfastes. J'appelle toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, tous les acteurs au développement, les organisations de la société civile, les familles, les leaders des écoles, des communautés et des confessions religieuses de renforcer l'éducation de la fille, notamment l'accès, la rétention, ainsi que la transition au niveau supérieur au sein de l'éducation. Prenant la parole à son tour, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant affirme l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre les pratiques néfastes. Le Niger se réjouit d'accueillir le 3e sommet des filles africaines avec le thème qui sera débattu
et qui nous intéresse à plus d'un titre, dans la mesure où notre pays est résolument engagé à mettre fin à toutes les violences dirigées contre les filles. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant nourrit l'espoir de voir ce sommet mener des réflexions poussées sur les thématiques identifiées. Nous attendons également des recommandations fortes dont la mise en œuvre permettra au ministère en charge des questions des filles de nos différents pays d'avancer résolument pour une réduction significative des pratiques néfastes à l'encontre des filles. D'une part, ce sommet qui durera 2 jours va permettre à ces jeunes filles de comprendre leurs droits tout en ayant une estime de soi. Et d'autre part, il va contribuer au développement économique des États membres d'Afrique en encourageant l'investissement dans la créativité des jeunes qui constitue une des richesses d'Afrique. Toujours par rapport à ce 3e sommet de la jeune fille, suivez le discours du président de la République, Bazoum Mohamed. Le combat pour l'émancipation sociale des filles n'est pas qu'une question morale qui doit être l'affaire des militantes féministes ou même des femmes de façon générale, mais bien l'affaire de toute la société et de ses dirigeants au premier chef. Ce combat, nous sommes tenus de le mener, non pas pour les filles, mais pour l'avenir de notre société qui a besoin de la pleine implication de toutes ses composantes pour son développement. Aussi, sa réussite sera-t-elle strictement tributaire de notre aptitude à faire en sorte que les filles jouissent de tous leurs droits, et principalement leur droit à l'éducation. Dans les pays comme le nôtre, un enfant non scolarisé ou précocement déscolarisé a toutes les chances d'être un adulte pauvre. Une telle fille, en plus de devenir une adulte pauvre, constitue très tôt un foyer de production d'enfants appelés à être à leur tour des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de promouvoir un programme de construction d'internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux en vue d'accroître les chances de leur réussite à l'école. L'éducation, vous l'avez tous souligné, mesdames, est le moyen le plus sûr d'arracher les filles à la violence des mariages précoces et de couches dangereuses. Mesdames, Messieurs, les présentes assises du sommet des filles africaines visent à mobiliser notre action autour du thème général de l'année 2021 de l'Union africaine qui est « Art, culture, patrimoine, les vieux pour bâtir l'Afrique que nous voulons ». Comme on peut le constater aisément, ce thème est en parfaite résonance avec le thème spécifique de ce 3e sommet des jeunes filles africaines qui est « Culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes ». C'est un thème qui confirme l'engagement des pays africains à œuvrer solidairement pour le développement humain sur notre continent en s'appuyant en particulier sur les femmes et les jeunes. Nous avons donc, à travers cette rencontre, l'occasion d'analyser, de suivre et de mieux orienter les actions de nos États en matière de protection des droits humains des filles qui constitue, comme je le dis, une frange importante de la population dans nos pays. Cette réunion constitue également une plateforme de partage de bonnes pratiques, d'exemples de réussite et d'échange d'informations pour faire avancer l'action vers l'élimination des pratiques néfastes qui sont, faudrait-il le rappeler, une violation grave aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Réaction de l'acteur de la société civile d'Ambadi sont Allah sur la situation sécuritaire dans notre pays, notamment dans les zones de 3 frontières dans la région de Tillabéri. Un extrait de son entretien avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. L'élément fondamental et très important de cette insécurité, madame, il faut qu'on arrête de sous-traiter notre sécurité. Personne, j'ai dit, fut-il le premier en matière technologique, de matière de sécurisation,
et ne peut pas venir assurer la sécurité de notre pays. Le moment où nous nous croisons le bras en réalité sans nous investir à la matière. Ce que j'aimerais dire, ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux relations internationales d'assumer nos responsabilités en matière de sécurité, qui est en réalité une question d'indépendance et d'honnêteté et d'honneur à la matière. Et on peut faire appel à certains pour venir nous donner des informations ou nous aider. Non, madame, on doit investir ce qu'on a et qu'on s'assure que ce qu'on a investi est rentré dans la sécurité et que ceux qui veulent nous aider, qu'ils viennent s'aligner par rapport à notre politique sécuritaire. Ce n'est pas à eux de nous donner comment on doit régir par rapport à la politique sécuritaire de notre pays. C'est à nous de le dire. S'ils veulent nous aider, ils viennent s'aligner derrière nous. Mais pas venir installer des bases soi-disant militaires. Depuis l'installation, nous avons contesté que ces bases-là, quelle est leur valeur à ajouter par rapport à notre insécurité. Les jeunes nous ont dit, à un moment de l'histoire, ils vont nous donner des informations fiables. Ils vont aller chercher là où se trouve l'ennemi et de dénoncer et nous aider à le combattre. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons constaté, aussitôt leur arrivée, la situation ne fait que s'empirer que le moment où ils n'étaient pas là. Mais quel est l'intérêt de leur présence au Niger? Poursuite d'une série de visites de sensibilisation de la division de la protection des mineurs et de la femme. C'est le quartier Niamey 2000 qui a été visé cette fois-ci. Le compte rendu avec Abdulkader Ibrahim et Abdulmoumouni Abdou. Cette énième sortie de la division de la protection des mineurs et de la femme a pointé ses regards ce 15 novembre vers le 4e arrondissement de Niamey. Le CS Niamey 2001 et 2 et le CSP Asifa ont été la cible de ces sensibilisateurs sur les méfaits de la consommation de cette nouvelle substance toxique communément appelée chicha qui gangrène les rues et les écoles de notre très cher pays. Nous avons le devoir d'aller vers ces jeunes-là pour les rappeler à l'ordre, pour une prise de conscience, pour qu'ils sachent aussi qu'on est là à côté, on les observe et que quand on va terminer cette phase de sensibilisation, et naturellement que nous allons passer à l'autre phase qui consisterait à appliquer la loi tout simplement. Parce que nous considérons que c'est des personnes encore sensibles vu leur jeune âge, vulnérables. Donc on leur a donné la chance de passer, les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre beaucoup de choses. Les choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ceux qui peuvent les amener en prison, qu'ils les évitent et qu'ensemble, vraiment qu'ils nous facilitent la tâche. Parce que notre mission aussi, et notre mission première, ce n'est pas la répression. En réalité, la mission première de la police nationale, c'est la prévention. Et dans le cadre de cette prévention, nous sommes obligés parfois de poser des actions de rappel, surtout à cette jeunesse-là, pour vraiment éviter qu'ils soient dans des situations embarrassantes. Les écoles la matinée et les fadas dans la soirée, cette division est toujours restée au quartier Niamey 2000 et a rencontré une fada en pleine consommation de cette substance mortelle. Après plus de 2 heures de discussion avec les consommateurs, le message a bien été reçu. Avant vos conseils, on n'avait pas vraiment compris ce qui s'est passé. Nous, on n'était même pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais maintenant, après tout ce que vous venez de nous raconter dans la classe, on a pu savoir ce qui s'est passé vraiment au Niger et on est prêt à changer tout cela. Nous sommes ravis, nous sommes vraiment honorés de la présence de la police nationale et qui a vraiment décidé, parce que nous c'est une première fois pour nous, de venir ici, nous voir, nous rencontrer jusqu'à notre FADA pour nous parler, nous sensibiliser de la circonstance de la prise de la chicha. Vraiment, nous sommes ravis et honorés de sa présence. Le message, il est clair, vraiment, il est effectif. Vraiment, ça nous a vraiment touchés. Ça nous a marqué et on a compris vraiment la circonstance du danger dans laquelle la chicha n'est pas bien pour notre société. Fumer, c'est déjà un danger. La chicha tue encore plus. En tout cas, après cette série de visites de sensibilisation, la division de la protection des mineurs et de la femme a fait une promesse, celle de prendre tous les récalcitrants refusant de respecter les dispositions prises à cet égard.
tout simplement parce que nul n'est au-dessus de la loi. Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'interview accordée à la RTVT, l'acteur de la société civile Dambadji Son Allah sur la situation sécuritaire de notre pays, notamment dans la région de Tillabéri. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante selon Dambadji Son Allah. Très bonne réception. À part Tillabéri, Tawa, vous avez une réalité d'insécurité dans la zone de Maradi aussi. Mais celle de Tillabéri, c'est compréhensible qu'elle soit un peu trop inquiétante, parce qu'on sait que c'est la zone de 3 frontières, la frontière du Mali, du Burkina et celle du Niger, et on sait que les 2 pays sont confrontés au même problème que nous. Mais ce qui est marrant dans notre pays, effectivement, cette situation, on a l'impression que ceux qui sont appelés à utiliser tous les moyens, je dis bien tous les moyens légaux prévus par les dispositions de la République, soit ils hésitent, soit il y a un manque de moyens de pouvoir accomplir cette mission. Et c'est ce qui a mené, parce que quand les uns et les autres, ceux qui sont exposés, sinon c'est tous les Nigériens qui sont exposés dans cette insécurité, ne croyez pas que vous êtes à Niamey, que vous êtes épargné de ce qui se passe à 50 km de Niamey. Rien ne vous prouve cela. C'est que la situation est tellement grave qu'elle demande à ceux qui sont appelés, je parle du gouvernement, d'appliquer une politique sincère et honnête dans la mise en œuvre de comment régler le problème de sécurité. Aujourd'hui, on sait que si l'État faillit, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, le problème, on tend vers ça, parce que quand on voit des gens s'organisent pour former des comités d'autodéfense, ça veut dire que l'État a failli le moment où il faut, et elle a failli dans la durée. Et les gens ne vont pas se regarder, en réalité, se carnader entre eux et leurs familles. Je pense bien que l'État a intérêt. Il a intérêt à prendre les dispositions urgentes pour régler ce problème, parce que le problème a atteint son paroxysme, où l'État doit se dire qu'elle a l'obligation et elle a l'urgence à la matière pour régler le problème. Aujourd'hui, je prends l'exemple. C'est vrai, nous ne sommes pas du système militaire, mais nous avons vu dans les autres pays, quand vous parlez, vous regardez au niveau des fronts, presque tous les généraux sont au front. Et aujourd'hui, nous avons constaté nos généraux qui sont là, tapis dans les salons de Niamey. Pourquoi ils ne sont pas au front? Nous avons compris au niveau de la situation de la MNJ à un moment, du MNJ. Nous avons vu que c'est des généraux qui se relevaient au front. Et avec ça, avec toute impartialité, et nous avons compris qu'on a pu régler le problème. Et pourquoi pas cette affaire? Parce que je ne maîtrise pas l'intégralité de ceux qui assurent le commandement, mais en tout cas, selon les échos que nous avons, on a moins de généraux sur le front que les généraux qui sont tapis de l'ombre au niveau de Niamey. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que l'État s'anime d'un courage. Les animateurs de l'État s'animent d'un courage pour dire voilà ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités pour qu'elle assume par rapport à l'histoire. En tout cas, toute tentative de couverture ou de créer les conditions de croire que l'autre ne devrait pas être au front, c'est l'heure, et l'État a failli dans ce cas d'espèce. Ça, c'est de 1. De 2, il faut que l'État accepte et qu'elle se dise qu'elle a l'obligation d'investir et de suivre l'investissement qu'elle a eu à faire effectivement par rapport à cette insécurité. Parce que c'est intéressant. Quand vous avez votre patron ou un général au front, mais je ne vois pas un caporal, pourquoi il va hésiter à pouvoir s'assumer? Ça, c'est de 1. De 2, si vous ne pouvez pas envoyer un général au front et vous lui manquez des moyens, il ne va pas accepter, parce que l'hiérarchie militaire lui impose et lui donne les prérogatives d'appeler à ce qu'on lui donne. Mieux, je pense bien que notre armée et notre FDS doivent avoir aussi des renseignements fiables. Et qu'il faut qu'on arrête. L'élément fondamental et très important de cette insécurité, madame, il faut qu'on arrête de sous-traiter notre sécurité. Personne, j'ai dit, fut-il le premier
en matière technologique, de matière de sécurisation, elle ne peut pas venir assurer la sécurité de notre pays. Le moment où nous nous croisons le bras en réalité, sans nous investir à la matière. Ce que j'aimerais dire, ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux relations internationales d'assumer nos responsabilités en matière de sécurité, qui est en réalité une question d'indépendance et d'honnêteté et d'honneur à la matière. Et on peut faire appel à certains pour venir nous donner des informations ou nous aider. Non, madame, on doit investir ce qu'on a et qu'on s'assure que ce qu'on a investi est rentré dans la sécurité et que ceux qui veulent nous aider, qu'ils viennent s'aligner par rapport à notre politique sécuritaire. Ce n'est pas à eux de nous donner comment on doit régir par rapport à la politique sécuritaire de notre pays. C'est à nous de le dire. S'ils veulent nous aider, ils viennent s'aligner derrière nous. Mais pas venir installer des bases soi-disant militaires. Depuis l'installation, nous avons contesté que ces bases-là, quelle est leur valeur à ajouter par rapport à notre insécurité. Les jeunes nous ont dit, à un moment de l'histoire, ils vont nous donner des informations fiables. Ils vont aller chercher là où se trouve l'ennemi et de dénoncer et nous aider à le combattre. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons constaté, aussitôt leur arrivée, la situation ne fait que s'empirer que le moment où ils n'étaient pas là. Mais quel est l'intérêt de leur présence au Niger? C'est clair. La population est toujours victime de cette affaire. Elle en a assez. Et je dis et je vous répète, si l'État ne s'assume pas pour se dire que c'est une question d'honneur et que cette situation doit s'arrêter, je vous garantis que la population risque d'être un élément qu'on ne peut pas maîtriser, parce que vous ne pouvez pas continuer à perdre vos frères, vous ne pouvez pas continuer à perdre vos villages, vous ne pouvez pas continuer à avoir de manière cruelle tuer vos parents, amis et connaissances et croiser les bras. L'État, si elle veut en réalité s'affirmer, elle doit s'assumer en tant qu'État. Et comment s'assumer? Donner les moyens qu'il faut au FDS et envoyer ceux qui doivent être sur le terrain et ensuite avoir le maximum de renseignements et pas d'intrusion de quelqu'un qui ne maîtrise pas ce que c'est la gestion de sécurité, de la gestion de notre insécurité. Il faut que ça soit clair et que notre sécurité ne doit pas être un moyen de marchandage à l'international. Ça doit être notre propre affaire, l'affaire de l'État et de tous les Nigériens. Et que ceux qui se croient et qui se disent, c'est à eux de nous donner des injonctions. La preuve, comment vous pouvez comprendre notre propre sécurité? On nous convoque à un colloque de la paix de notre zone à Paris. Quand est-ce que le militaire parisien maîtrise la situation réelle et concrète, géographique et culturelle, sociologique de notre pays, plus qu'un militaire nigérien? C'est des histoires, madame. Il faut qu'on arrête de marchander notre propre sécurité à des fins inavouées qui sont tout simplement malhonnêtes et indignes d'un Africain, voire d'un Nigérien face à son État. Mais cette intention, c'est la conséquence directe, madame, c'est la conséquence directe que l'État a failli. C'est la conséquence directe que l'État a failli. Si l'État n'a pas failli, ils n'auront pas besoin de faire recours à eux-mêmes pour se défendre. Et ça risque d'être un désordre. Parce que imaginez même la base fondamentale de cette insécurité. Allez-y, vérifiez de l'histoire. Est-ce que ceux qui activaient ou ceux qui sont utilisés pour cette insécurité, ils n'ont pas connu le même processus de comité d'autodéfense? Même s'il y aura comité d'autodéfense, ça doit être un supplétif qui doit être encadré, réglé et supervisé par les forces légales qui doivent détenir la violence, c'est-à-dire l'État. Mais si l'État ne s'assume pas, c'est-à-dire à chaque moment, elle n'arrive pas à maîtriser la situation, mais je vous dis que les jeunes, ceux qui sont victimes ne vont jamais se regarder dans les yeux et se venir et qu'on veut les tuer comme ça. Et là, on court le risque. Et on court le risque d'embarrassement, madame. Parce que ceux qui sont victimes, si jamais elles s'arment. Parce que le problème, il ne faut pas se cacher le visage. L'arme est partout, dans le Sahel. Et qui était à la base de cela? C'est ceux-là qui sont en train de chanter qu'ils vont régler le problème, alors qu'ils ont d'autres
schéma inavoué, en l'occurrence l'international. Et si les uns et les autres s'arment et qu'ils constatent à chaque moment il n'y a pas la couverture, ils vont servir. C'est logique, mais ce n'est pas légal. Et pour empêcher ça, il faut que l'État s'assume par rapport à sa responsabilité régalienne, celle de protéger tout citoyen à tout point de la République du Niger. Faute de quoi, je pense bien que l'État ne peut pas, de la même manière qu'elle n'a pas pu maîtriser ça, elle ne peut pas empêcher à ce que les gens se constituent en comité d'autodéfense, même si c'est des actions illégales, tant que l'État ne s'assume pas. Mais tout le monde sait que le fait de créer le comité d'autodéfense de manière désorganisée, ça va empirer la situation où on risque d'arriver à un embrasement et nous ne souhaitons pas ça pour notre pays. L'État a l'obligation et le devoir moral de pouvoir créer les conditions de protéger le pays afin d'empêcher la création pêle-et-mêle de ce comité de défense. Sinon, s'ils ne le font pas, je vous dis que c'est ça même que ça va venir. C'est de lui-même que ce comité-là, les gens vont l'instaurer pour se défendre et ça risque d'être un désordre national. Et là, je pense bien que le premier responsable, ce sont les dirigeants qui sont habilités à gérer cette insécurité, qui sont habilités à protéger la nation nigérienne, qui sont habilités à protéger la République vis-à-vis même de l'extérieur, vis-à-vis même des ennemis de la République, fussent-ils en réalité même des nationaux qui sont impliqués. Je pense bien que c'est le rôle régalien et il doit l'assumer. Le discours, ce n'est plus le temps de discours. Le discours, on en a vu, on en a entendu. Mais jusqu'à présent, tous les discours qui ont été tenus, c'est comme si on est en train de mettre de l'huile, de verser de l'huile sur le feu. Je pense bien qu'il faut qu'ils arrêtent de discourir. Ce n'est plus le temps de discourir, c'est le temps d'action et des actions d'envergure et avec le consentement de tout le peuple au nom de la loi. Parce que le consentement du peuple, c'est la loi. La loi est là. Voilà ce que la loi a prévu pour vous. Il faut les appliquer à la lettre. Et nul ne doit être au-dessus de la loi. Nul ne doit être au-dessus de ce qu'il doit faire comme devoir de citoyen vis-à-vis de la République. Et je pense bien que tant qu'on n'encalque pas ça dans nos idées, et surtout les dirigeants, qu'ils ne se disent pas ça, je pense bien, j'ai peur pour mon pays dans le contexte actuel et de l'évolution actuelle d'insécurité au Niger. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.